l'enseignement mutuel, qui est le thème de ce soir. La prochaine conférence donc, sur John Dewey n'aura pas lieu le 20 comme c'était initialement prévu, mais le 27, donc une semaine plus tard. En principe, je crois que vous avez déjà l'information, mais voilà, je la répète pour être sûr que personne ne soit là loin, alors que moi, je n'y serai pas. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'enseignement mutuel. Je vois qu'il y a quelques nouvelles têtes qui ont peut-être été alléchées par ce titre-là, mais il se fait que pour moi, c'était d'abord la découverte d'un livre il y a quelques années qui s'appelle L'école mutuelle d'une sociologue française, Anne Guérien, qui m'avait donné envie de proposer ce titre-là, histoire de me mettre comme une tâche, voilà, cet objectif de creuser un peu la question de l'enseignement mutuel. Donc c'est ce que j'ai fait les jours passés, mais ça veut dire que je suis aussi moins dans une zone de confort que la fois passée où j'avais l'écriture d'un livre et une ou deux années de recherche sur lesquelles m'appuyer un peu solidement pour faire une conférence. Vous voilà prévenu. Alors, l'objectif de cette conférence, disons, sur l'enseignement mutuel, c'est d'abord de rompre avec une sorte d'évidence qui est la façon dont on questionne aujourd'hui l'école, à travers notamment un thème qui est assez récurrent et qui est celui de la démocratisation de l'enseignement. L'égalité des chances, voilà sûrement une expression que vous entendez régulièrement et qui sert de grille d'analyse pour ausculter l'école. Alors je voudrais sortir de l'évidence de ce terme-là qui nous amène constamment finalement à regretter les résultats scolaires, les résultats de l'école en termes de démocratisation de l'accès, notamment aux classes les moins favorisées, sortir de l'évidence de cette grille-là par justement l'histoire, par la généalogie, par le moment où on a choisi une méthode d'enseignement qui n'est justement pas l'enseignement mutuel, et on a choisi pour des motifs qui tranchent assez résolument avec cette question de l'égalité des chances. Autrement dit, faire la généalogie de l'institution scolaire du moment où l'école est devenue obligatoire, où elle s'est démocratisée au sens simplement de massifier, pour déconstruire une sorte de mythologie de l'école, une sorte de mythologie qui dirait que la massification de l'école, le fait qu'elle s'adresse désormais à tous et pas simplement à une petite portion de la population bourgeoise et favorisée à la fois intellectuellement et financièrement, eh bien cette fiction, enfin, cette image de l'école est une fiction, c'est-à-dire on ne doit pas identifier massification et démocratisation. Voilà, ça c'est l'enjeu principal. Alors, à partir de quand est-ce que peut-être ce thème de l'égalité des chances se serait proposé comme une grille d'analyse qui viendrait assez régulièrement alors que c'est une invention plus récente? Mais il me semble que ça doit être à partir de Bourdieu. Donc je vous proposais de commencer peut-être par vous dire quelques mots sur les analyses que Bourdieu s'est proposé de faire de l'école dans les années 60 avec son collègue Passeron, dans deux livres qui ont été publiés tout à la fin des années 60 et qui s'appellent La reproduction et les héritiers. Vous avez entendu parler peut-être de Bourdieu et de ses analyses du système scolaire et du système universitaire? Oui. 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 Ça me semblait un peu indispensable de passer néanmoins par là au cas où certains auraient échappé à Bourdieu. Alors ce que Bourdieu relève, sa première thèse, disons, c'est que, contrairement à la lecture marxiste qui organise la découpe de la société autour du capital économique, il a proposé un équivalent en nommant le capital culturel et en soulignant qu'en réalité, ce qui structure et hiérarchise une société, ce n'est pas uniquement le capital économique, mais c'est aussi le capital culturel.
que la place d'une personne est déterminée par ces deux éléments et pas seulement, comme dans la lecture marxiste, par l'argent. On aurait peut-être tendance aujourd'hui, il me semble que c'est une lecture un peu banale des enfants ou des ados à l'école, de considérer que c'est autour du capital économique que se joue leur avenir. Mais précisément, Bourdieu voulait souligner que l'avenir est aussi lié au diplôme et que le diplôme dépend d'un capital culturel. Et justement, il analysait l'école en disant que les enfants qui entrent à l'école et qui disposent à l'origine d'un capital culturel privilégié parce qu'ils émanent d'une portion de la société qui dispose justement de ce capital culturel, qui est particulièrement la bourgeoisie, eh bien ces enfants sont absolument favorisés par le système scolaire, au sens où ils disposent des codes, ils disposent de la culture qui est enseignée à l'école et qui est la culture d'une catégorie sociale donnée. Alors il n'est donc pas étonnant que finalement le diagnostic de Bourdieu ce soit celui d'une reproduction sociale, et ce qui lui semblait plus étonnant, lui, c'est que c'est l'espèce de légitimité qui pouvait passer, qui pouvait se généraliser, de légitimité de cet enseignement scolaire. C'est-à-dire que ce qui pouvait être étonnant, c'est que alors qu'il y a là une lutte sociale, à l'égal de la lutte sociale pour l'argent, disons, eh bien les catégories les plus faibles culturellement n'avaient pas conscience finalement de la domination exercée sur eux, de sorte qu'ils pouvaient reconnaître l'espèce de légitimité du diplôme. Donc le problème particulier de l'école, c'est d'une part que passe inaperçue la domination culturelle d'une catégorie sociale sur l'autre, passe inaperçu le fait que le savoir scolaire est un savoir qui n'est pas neutre, qui n'est pas objectif, qui n'est pas la science, mais le savoir qui est directement lié à une catégorie sociale, à la culture particulière d'une catégorie sociale. Et parallèlement, deuxième problème, c'est que cette origine inégale, disons, cette origine culturelle de l'enseignement scolaire, des disciplines scolaires, attendez, est-ce que... oui, c'est que, ignorant cette origine sociale des savoirs scolaires, on puisse considérer ensuite que l'échec ou la réussite scolaire sont des questions de dons naturels. C'est-à-dire que passe aussi inaperçu que finalement c'est qu'une sanction d'une appartenance de caste, de réussir ou d'échouer, et c'est pas spécialement une question de dons naturels. De sorte que c'est cette double ignorance qui aboutit à ce que les minorités intègrent la hiérarchie créée par l'école et la considèrent comme naturelle et non pas comme le fruit d'une domination initiale qui serait entérinée par l'école. Alors les chiffres, peut-être pour vous donner quelques idées des enquêtes sociologiques menées par Bourdieu. Alors il y a d'abord l'idée qu'il y a un tri qui est opéré par l'école initialement et qui rend possible ou pas l'entrée à l'université, et les chiffres que propose Bourdieu et Passeron sont assez effrayants. C'est ceci: un fils de cadre supérieur a 80 fois plus de chances d'entrer à l'université qu'un fils de salarié agricole et 40 fois plus de chances qu'un fils d'ouvrier. Et les chances d'un fils de cadre supérieur sont encore le double de celles d'un cadre moyen. Oui. C'est les chiffres de 1969 à peu près. Et alors, Bourdieu souligne même que on aurait beau égaliser les conditions financières, c'est-à-dire imaginer que chaque élève disposerait par exemple de la possibilité d'un encadrement financé parce que les conditions financières seraient égalisées, même à cette condition-là,
la hiérarchie, disons, resterait de très loin celle-là, c'est-à-dire des écarts monumentaux qui ne sont pas simplement liés à une différence de capitaux financiers, mais fondamentalement à une différence de capital culturel. Alors, j'en arrive maintenant à une enquête qui est toute récente, qui est l'enquête PISA, dont vous avez sûrement entendu parler parce que les chiffres sont sortis il y a quelques semaines, même pas, une dizaine de jours je pense. Alors, cette enquête vise justement à comparer les niveaux d'enseignement dans tous les pays de l'OCDE, c'est-à-dire 65 pays dans le monde, ce qui représente à peu près la totalité des pays de la planète. On se soustrait l'Afrique, presque la totalité des pays africains, et une bonne partie du Moyen-Orient. Alors la première des choses à souligner au sujet de l'enquête PISA, c'est que ce qu'elle vise à faire, c'est à montrer les niveaux d'enseignement pays par pays, et que ce qu'elle crée dès lors, c'est d'abord une compétition mondiale entre les nations. Normalement, ce que vous avez dû retenir des chiffres qui ont été annoncés tout récemment au sujet de PISA, c'est le rang de la Belgique. Combien sommes-nous au rang mondial? Oui, voilà. Alors voilà, on est 9e, je pense, pour la Belgique, mais alors justement, il y a aussi une compétition qui est installée à l'intérieur du pays pour savoir laquelle des communautés est la plus performante. Et je suis désolée de ne pas vous apprendre, d'ailleurs, je crois que la Wallonie est très largement en dessous des résultats de la Flandre, et que sans les résultats moyens par la collation des différentes communautés, ben, je pense que la Wallonie serait plutôt aux alentours de la 40e position plutôt que... donc, alors, c'est une première chose à souligner, c'est que ce que crée cette enquête de PISA, c'est une compétition, et notamment une compétition sur l'efficacité des systèmes d'enseignement, et notamment dans sa forme. Si vous allez voir le rapport PISA, ce qu'on voit d'abord, c'est des beaux graphiques, et on a de façon absolument visible et apparente les échelons, et qui a perdu des points, et qui en a gagné. Et ce qui est nettement moins aperçu, et peut-être que d'ailleurs ça a pu vous échapper, c'est que l'enquête PISA étudiait aussi deux autres facteurs, qui étaient d'une part l'égalité des chances, donc la question qui m'intéresse aujourd'hui, et d'autre part le stress généré par les systèmes d'éducation. Alors justement, un mot là-dessus, pas sur le stress, mais sur l'égalité des chances. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler des résultats de la Belgique en cette matière. Non? Pas du tout. Ben voilà, c'est étonnant. Hein. Enfin, c'est étonnant, je veux dire, c'est un étonnement qui doit être interrogé. Ça veut dire qu'il y a eu une lacune de ce côté-là, parce que ce sont les trois objectifs principaux de PISA. C'est compétition mondiale, qui est la seule information à laquelle tout le monde a accès, et puis niveau d'égalité du système, égalité des chances. Est-ce que le système reproduit la hiérarchie sociale, ou est-ce qu'au contraire il permet à certains originaires de catégories sociales défavorisées de réussir brillamment et d'aller conquérir d'autres diplômes? Et puis la question du stress aussi. Alors justement, un mot sur ces résultats. D'abord sur la France, parce que à travers l'enquête sur l'école mutuelle, on ira plutôt en France. Ça se passe un peu avant la constitution de la Belgique, et la Belgique héritera des choix français en matière de pédagogie. Donc on ira voir en France. Mais la France est le pays le plus inégalitaire au monde, selon cette enquête toute récente. Donc ça a un peu fait bruit en France, si ça n'a pas fait en Belgique. Cette idée que le système est absolument inégalitaire l'est de plus en plus, c'est-à-dire qu'entre l'enquête précédente de 2003 et celle-ci, il y a encore eu vraiment un net recul en cette matière-là. C'est-à-dire que les jeunes, les scores du test sont absolument corrélés à l'origine sociale, à plus de 20%, et que c'est encore plus discriminant pour ceux qui sont d'origine, qui sont issus de l'immigration. Que ces enfants non seulement subissent une sorte de surségrégation parce qu'ils sont dans certains collèges de banlieue
dont le niveau est nettement plus faible que les collèges des bonnes banlieues parisiennes, mais qu'ils ont aussi à peu près la moitié moins de possibilités de réussir, et l'enquête PISA détermine que à 15 ans, qui est l'âge auquel les enfants passent ce test, en moyenne, les enfants issus de l'immigration en France ont au minimum une année de retard par rapport à la moyenne mondiale, une année de retard d'enseignement. Alors la Belgique, c'est oui, pardon. Social, oui. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Pour la Chine, par exemple, pour la Chine, c'est par ville, et on a une visibilité selon les régions des résultats scolaires qui sont vraiment très différents selon que c'est les villes de campagne ou des villes, ou les villes principales, disons. Mais pour la France, moi je n'ai vu dans les résultats PISA que les résultats généraux. Oui. En ce qui concerne les étrangers, est-ce qu'il n'y a pas un démarrage plus lent? Un démarrage plus lent, quand on vient de là, on passe au français ou chinois passe au français. Bon, et puis alors, est-ce qu'il n'y a pas une équivalation qui se fait par la suite? Il y a plusieurs enfants montent dans la hiérarchie scolaire. Est-ce qu'il n'y a pas une équivalation? Maintenant, l'enquête PISA, est-ce qu'il faut accorder une confiance absolue à cette enquête? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des critères qui étaient qui mettaient à discussion. Alors moi je ne le prends pas je prends comme point d'appui pour développer une réflexion sur le problème de l'égalité des chances, mais c'est pas tellement l'enquête PISA qui m'intéresse ni ses critères, donc peut-être qu'ils sont contestables. Je trouve que la façon dont le rapport se présente ne permet pas de juger les critères en fait. Donc je peux pas vous dire, je ne suis pas une spécialiste de ça, j'ai juste eu la curiosité d'aller lire le rapport, mais le lire c'est beaucoup dire, il fait 600 pages je crois en anglais, donc est-ce que je peux juste vous, peut-être, parce que en fait ici c'est des remarques plutôt introductives sur lesquelles je ne veux pas vraiment m'appesantir, donc oui, y aller un tout petit peu, puis je vous rendrai la parole si vous voulez, peut-être dans le cours de la conférence, pour pas non plus spécialement y aller avec un gros paquet et vous couper, mais juste... Ah oui, c'est ça, mais oui, j'ai pas encore eu vraiment le temps de m'installer, disons, d'installer mon propos pour que vous voyez un peu mieux quel est l'enjeu, qui n'est pas... Bourdieu et PISA, c'est juste pour donner un petit contexte qui rend une réalité tout à fait contemporaine à cette question de l'égalité, l'égalité des chances et l'égalité, la démocratie du système scolaire. Pas plus que ça, pour vous dire, voilà, ça se pose beaucoup dans ces termes-là, et dans ces termes-là, ça se pose pas mal en termes d'évidence d'une inégalité. Voilà. Mais pas plus que ça, je ne veux pas discuter sur les chiffres, je ne suis pas armée pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la curiosité qui consiste historiquement à poser un débat dans ces termes-là, de l'égalité des chances, alors que ça, vous allez voir, ça fait un paradoxe assez énorme par rapport à la façon dont s'est posé le débat sur la massification de l'enseignement. Donc c'est juste noter cet écart énorme dont il faut être conscient entre les termes du débat historique en 1815-1830 et les termes actuels du débat sur l'école. Voilà. Mais ne vous empêchez pas de poser des questions ou faire des remarques de précision par la suite sur ces éléments-là aussi. Alors, ce que ça m'amène à questionner, justement, c'est le rôle de l'école. Si l'école ne joue pas ce rôle de correcteur, de compensateur, est-ce qu'elle aurait une valeur démocratique
réelle. Et même, est-ce qu'elle aurait voulu avoir cette valeur démocratique? Est-ce qu'elle aurait voulu donner un accès égal à tous au savoir? Donc c'est plutôt ça l'orientation globale de l'exposé. Alors, donc je vais aller voir du côté de l'histoire de France, aux alentours de la Révolution française, au moment où c'est justement posé la question d'un accès des plus faibles catégories sociales à l'éducation scolaire, à l'instruction scolaire. Alors, au moment de la Révolution française, on amorce une période de déscolarisation assez massive, qui est notamment liée à une sorte de prétention que les révolutionnaires n'ont pas les moyens de réaliser, qui serait la prétention à laïciser l'enseignement. En fait, ce qu'on demande, c'est plutôt la suppression des écoles des frères ou des écoles de charité pour un enseignement laïque, ou éventuellement d'obliger les pères qui enseignent à prêter serment devant l'État, ce qu'ils se refusent à faire, de sorte qu'on est vraiment en pénurie d'enseignants. Alors, tout au début du XIXe siècle, pendant la Restauration, donc dans la période qui suit directement la Révolution, le gouvernement consulaire est forcé de revenir en arrière et les écoles charité sont reconnues officiellement et elles ont la charge de scolariser gratuitement les pauvres et les indigents. On trouve notamment, il y a deux étapes que peut-être vous connaissez. Il y a d'abord la loi Guizot en 1833, qui représente l'étatisation de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire qu'elle forme une sorte d'obligation qu'ont non seulement les villes, où c'était déjà le cas, mais aussi les communes rurales, d'organiser un enseignement gratuit. Elle organise aussi la formation des maîtres et elle forme un corps d'inspection chargé de la surveillance globale du système d'éducation nationale. Donc ça, c'est 1833, la loi Guizot, on en reparlera quelquefois de Guizot. Alors, deuxième date importante, celle que vous connaissez peut-être, qui est le moment où l'école devient obligatoire. En 1882, elle devient obligatoire pour les enfants entre 7 et 13 ans, et c'est sous l'initiative d'un autre ministre, qui est Jules Ferry. Alors la première chose à noter, c'est qu'il ne faudrait pas identifier trop rapidement cette obligation scolaire, comme on a peut-être tendance à le faire, et tendance aussi à mythologiser la figure de Jules Ferry, cette obligation scolaire à la démocratisation de l'enseignement, ou à l'accomplissement d'une sorte de projet d'émancipation des masses populaires. Et ce que je proposerais de faire, c'est justement, à travers un débat qui s'est noué sur les méthodes d'enseignement qu'on allait choisir, dont l'enseignement mutuel, donc à travers ce débat-là, essayer de comprendre comment s'est joué historiquement le choix d'une méthode en fonction des objectifs que visait justement cette massification de l'enseignement et cette obligation scolaire. Donc ce que je vais vous proposer, c'est les méthodes qui sont entrées en confrontation. Vous présentez chacune de ces méthodes, il n'y en a que deux, et vous donnez quelques éléments sur les débats parlementaires qui ont permis en France de trancher en faveur de l'une d'elles, qui n'est précisément pas l'enseignement mutuel. Donc si vous voulez, parler de l'enseignement mutuel, c'est parler d'une possibilité historique explorée pendant 40 années entre la Révolution française et la loi Guizot de 1833, une possibilité historique qui a été refusée précisément parce qu'elle était trop efficace. Donc la méthode d'enseignement mutuel a été écartée au profit de la méthode d'enseignement simultané, qui est la méthode que nous connaissons toujours actuellement, parce qu'elle produisait de trop bons résultats en termes de démocratisation des savoirs. Donc voilà, pour l'annoncer un peu
massivement la chose qui m'avait donné envie de vous parler de l'enseignement mutuel, une possibilité historique qu'on a refusée parce que trop dangereuse. Donc la méthode simultanée, d'abord, j'espère que c'est pas parce que je vous ai empêché de me poser des questions que... Je vous en prie. Alors, comment ça s'est joué donc la méthode qu'on connaissait avant, c'est la méthode d'enseignement individuel. Donc jusqu'au XVIIe siècle, c'est la méthode du préceptorat, qui est la méthode classique d'enseignement, c'est-à-dire une méthode avec un professeur et un élève. Cet enseignement est évidemment très coûteux et donc ne concerne que une toute petite partie d'une classe économiquement favorisée capable de se payer un précepteur. C'est ce modèle-là qu'on trouve dans l'Émile de Rousseau, par exemple. Alors cette méthode, évidemment, doit être abandonnée dès qu'on a la prétention à rendre l'éducation accessible à une plus large population et à le faire à un moindre coût. Et c'est ce qui se joue donc au moment de la Révolution française, quand se discute au Parlement l'accès de la masse populaire à l'enseignement scolaire. Donc la première méthode qui historiquement se présente en France, c'est la méthode simultanée. Elle commence à apparaître dans le cours du XVIIIe siècle, tout au début, et c'est notamment, elle porte le nom de méthode simultanée, mais aussi le nom de méthode lasallienne, parce que celui à qui on en attribue la paternité, c'est Jean-Baptiste de La Salle, qui justement est père et enseigne dans une école de Rouen et propose une méthode qui fonctionne selon un schéma qu'on connaît bien, à savoir le maître est sur une estrade, il a en face de lui une classe d'une vingtaine, d'une trentaine d'élèves et à qui il enseigne de façon frontale. Donc ils reçoivent de façon aussi simultanée un enseignement et Jean-Baptiste de La Salle dit ce qui est nécessaire, c'est une sorte d'homogénéité au sens où l'école, je le cite, là, doit être disposée de telle façon qu'un même livre, un même maître, une même leçon, une même correction servent à tous. Donc l'idée même d'une sorte de contemporanéité, tout le monde assiste à la même leçon à partir du même livre. Alors l'autre invention de La Salle, c'est l'idée de créer des classes d'âge. C'est-à-dire qu'on regroupe les élèves par 2 ans, de 7 à 9, etc. Et chaque maître a donc devant lui, ça correspond de nouveau à l'éducation contemporaine, un groupe qui est classé non pas par niveau ou par origine sociale, mais par âge. À l'intérieur de la classe, ce que préconise de La Salle, c'est un classement des élèves. On doit pouvoir voir en un seul coup d'œil qui est le bon élève et qui est le mauvais. On doit pouvoir voir en un seul coup d'œil l'origine sociale des élèves, donc on doit voir qui est le pouilleux, le mal tenu, et ça se pose dans ce terme-là, le pouls, et éviter la contamination, disons, et qui est originaire d'une famille qui s'occupe mieux de ses enfants, et c'est dans ce terme-là que ça se pose aussi, et qui doit donc être vraiment mis à l'écart. Les filles et les garçons, évidemment, ségrégation, séparation nette, de sorte qu'il y a une sorte de classement à multiples entrées qui permet de catégoriser toutes sortes à partir de toutes sortes de critères la population scolaire. Il y a un autre critère qui compte beaucoup pour Jean-Baptiste de La Salle, c'est le critère moral. Il établit une sorte de typologie des caractères
Il y a 3 types de caractères. Il y a ceux qui sont un peu pesants, un peu lourds, un peu difficiles comme ça à l'apprentissage. Il y a ceux-là, il y a une méthode qui leur convient, qui est l'affection, l'espèce d'encadrement gentil. Il y a ceux qui sont les hardis, insolents, les mal disposés, les opiniâtres, et à ceux-là, de la salle propose les corrections les plus humiliantes. Il y a une 3e catégorie qui sont ceux qu'on appelle les hardis insolents, et ceux-là, il faut se méfier, c'est la catégorie qu'il ne faut pas vexer, disons, parce qu'il y a toujours une famille qui surveille pas loin. Et cela, ce que de la salle prescrit comme comportement, comme attitude du maître à leur égard, c'est d'en faire les officiers, c'est le titre que porte une sous-brigade, disons, qui est destinée à assister le maître et à surveiller les autres élèves. Donc en fait, compte beaucoup dans cette méthode un aspect, disons, plutôt de formation des caractères et de maîtrise par le maître des caractères en formation devant lui et la façon dont il va organiser ces catégories d'élèves pour notamment mettre un insolent entre 2 timorés, etc. Donc tout ça est très réfléchi. Et alors une des choses qui est plus frappante encore, c'est que dans la formation des maîtres, il y a une sorte de conduite de la classe qui est enseignée et qui enseigne toutes ces façons de conduire une classe, surtout en insistant sur le fait que le maître ne doit avoir en ces matières-là aucune liberté. C'est-à-dire que ces façons de catégoriser sont données comme des prescriptions strictes à suivre par les futurs maîtres en dehors de tout jugement personnel. Alors une dernière chose sur laquelle cette méthode insiste, c'est si l'éducation morale compte énormément, et si à cette éducation morale le maître a un rôle exemplaire à jouer, exemplaire dans l'attitude, c'est-à-dire qu'il y a toute une prescription aussi de la manière de se tenir du maître, qui doit être empreint d'humilité, qui doit marcher lentement, les yeux baissés, qui doit se tenir silencieusement le plus fréquemment possible, etc. Enfin, c'est très très codifié, cette attitude de modération, d'humilité, de respect, etc. Et on estime que c'est à travers cette sorte de maintien du maître d'école que passe une éducation morale par mimétisme. Alors cette éducation morale, elle est considérée comme absolument prioritaire dans ce système d'enseignement et elle est prioritaire sur l'instruction intellectuelle. Ce qui veut dire qu'il y a notamment aussi des prescriptions sur point trop n'en faut. Il n'est pas question de rendre accessible des savoirs extrêmement précis aux masses. Ce qu'il faut, c'est une instruction minimale, savoir lire, écrire, compter, et particulièrement une instruction morale, religieuse, apprendre des devoirs civiques et les devoirs de piété qu'un bon citoyen doit connaître. Vraiment, vous ne devez pas, comme maître, apprendre trop de choses à vos élèves, et c'est la raison pour laquelle Voltaire appellera ses maîtres les ignorantins, c'est-à-dire ceux qui, au bout du compte, peuvent être aussi les vecteurs d'une certaine ignorance, mais qui est voulue, parce que, en termes de savoir, on ne peut pas considérer que plus on sait, mieux c'est, ce qu'on a peut-être tendance à considérer aujourd'hui, parce qu'on considère au contraire qu'on peut trop connaître, et je pense qu'il y a comme ça peut-être toute une mythologie chrétienne autour des dangers de la connaissance, qu'on peut peut-être intuitivement deviner dans la symbolique du péché originel et du fait qu'on a croqué à l'arbre de la connaissance, avec donc cette symbolique de il ne faut pas trop en savoir, il ne faut pas trop savoir, il ne faut pas trop en savoir. Alors, je ne sais pas si peut-être vous avez des questions
Sur cette méthode, je vous propose sinon de passer à l'autre méthode d'enseignement, l'enseignement mutuel. Donc à cette époque-là, c'était un enseignement séparé? Plutôt séparé, oui. Oui. Et ça, quelles que soient les méthodes, il y a l'école des filles, l'école des garçons, il y a même des prescriptions si les bâtiments sont communs. Les filles doivent entrer un quart d'heure avant ou après les garçons, et on prescrit aussi dans l'architecture, parce qu'il y a beaucoup de documents sur l'architecture des écoles. On prescrit une palissade qui séparerait visuellement, en tout cas, on pourrait imaginer que le maître passe la classe à des filles et des garçons, mais il y aurait une palissade séparant les uns et les autres pour qu'ils ne se voient pas, avec toujours ce privilège de la vue, qui paraît parfois un peu étrange, parce qu'en fait ils sont là de part et d'autre, ils peuvent s'entendre, ils peuvent presque se sentir, mais on considère que séparer visuellement suffit à la pureté des désirs et des pensées. L'origine de cette séparation, c'est... Alors ça c'est d'une telle évidence que c'est... Je crois que c'est les monastères et la vie conventuelle absolument séparée et l'origine chrétienne des écoles. Ouais. Au XIXe siècle, il existe une encyclique, dont je me demande depuis longtemps, il y a une encyclique au XIXe qui condamne violemment la mixité dans l'enseignement comme étant même mondial. Oui, c'est absolument le ton dominant, et quelles que soient d'ailleurs les nouveautés des méthodes, comme la méthode mutuelle, qui est une méthode qui est soutenue par les libéraux, la mixité ne se discute absolument pas. Donc, même chez les libéraux de gauche révolutionnaires, il n'y a pas la moindre discussion, c'est prématuré. C'est un débat qui est historiquement beaucoup plus tardif. Oui, ah oui, chez les francs-maçons aussi. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais de nouveau, c'est très récent, hein, les discussions et sur l'abandon des uniformes et sur l'abandon de la mixité, oui, c'est beaucoup plus récent. Là, ça ne souffre pas la moindre question, en fait. Donc, la méthode mutuelle. Alors, la méthode mutuelle, la première chose à dire, c'est qu'elle connaît plusieurs inventions. Au sens, c'est d'abord une méthode du bon sens, une méthode où on fait avec ce qu'on a, avec les conditions difficiles dans lesquelles on enseigne, et notamment avec l'absence totale de moyens et avec une population massive. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ce qui s'est présenté plusieurs fois, et ce qui s'est présenté originellement surtout en Angleterre. Donc la méthode est considérée comme ayant été inventée originaire plutôt d'Angleterre, avec une certaine conséquence sur son destin français, qui est celui d'une lutte des religions. C'est anglais, donc protestant, et nous avons, nous Français, à sauvegarder notre système d'enseignement chrétien de toute influence protestante possible. Mais vous verrez qu'effectivement, dans la façon même dont la méthode va fonctionner, il y a quand même un esprit qui correspond en partie au protestantisme et qui est en partie distinct de l'esprit chrétien. Alors, donc elle vient d'Angleterre. En Angleterre, les premières expérimentations sont celles de Bell et de Lancaster, tout à la fin du XVIIIe siècle, 1798, à Londres, à Madras. En France, ça s'expérimente presque au même moment, mais disons quelques années plus tard. Et ça, disons que ça va s'expérimenter, je vous ai dit, pendant 40 années. 40 années où on va pouvoir mesurer les succès des deux méthodes, les succès, les échecs, les avantages, les inconvénients. 40 années d'expérimentation, 40 années de débats parlementaires, de circulaires ministériels, avant de trancher en faveur de l'enseignement simultané. Alors comment se déroule, qu'est-ce que cet enseignement mutuel? Eh bien, c'est un enseignement où le maître est seul devant une population scolaire qui peut être à peu près sans limite, du moins sans limite autre que celle des locaux. On
peut réunir un seul maître avec un millier d'élèves, avec 800 élèves. C'est envisageable, ça s'est fait. Donc vous voyez l'immense avantage de l'enseignement mutuel, c'est l'économie incroyable de moyens au point de vue du personnel encadrant. Un seul maître, éventuellement pour 800 élèves. Pourquoi? Eh bien simplement parce que le maître va être assisté dans sa tâche d'enseignement par des élèves moniteurs. Donc le principe est de diviser ce groupe d'élèves qui doit être de minimum 80, donc on ne peut pas commencer à moins, donc il y a quand même cet impératif de nombre qui fera par exemple la difficulté d'installer l'enseignement mutuel dans les communes rurales. On aura tendance à favoriser de fait, par absence de locaux et surtout par absence de population, la méthode simultanée. Ce sera une des raisons aussi du succès de la méthode simultanée, c'est qu'elle convient mieux aux communes où il y a moins d'élèves, alors que la méthode mutuelle convient bien aux grandes villes où il y a une forte population en demande de scolarisation. Alors comment ça s'organise, cet enseignement mutuel au sens où les enfants s'éduquent mutuellement, c'est censé dire ça, eh bien c'est que on va découper ce groupe en catégories de niveaux équivalents. Donc, il va falloir mesurer les niveaux dans les disciplines principales que sont la lecture, l'écriture, et le calcul, pardon. Et selon ces trois matières, établir donc des classes de niveau qui sont différentes. On peut imaginer qu'en maths, il y a 10 classes de niveau, parce qu'on a considéré qu'il y avait vraiment une différence de niveau suffisante pour créer des classes, on appelle ça des divisions supplémentaires, alors que peut-être on aura fait seulement 7 classes en lecture, parce qu'on aura trouvé une plus grande homogénéité. Autrement dit, le principe de la découpe en classes, c'est pas du tout celui de l'âge, comme dans la méthode simultanée, c'est celui du niveau. Et peu importe l'âge, on peut retrouver des enfants d'âge très variés, simplement qui ont un niveau équivalent dans telle ou telle discipline. Ça veut dire aussi que selon les matières enseignées, ce n'est pas les mêmes classes, ce n'est pas les mêmes groupes de niveaux. Vous pouvez être dans tel niveau en mathématiques, mais moins bon ou plus fort en lecture. Pour chaque matière, on a une absolue hiérarchie qui s'installe, hiérarchie des élèves, qui permet d'abord de sélectionner les moniteurs, qui seront effectivement les meilleurs élèves. Et ces meilleurs élèves seront chacun responsables d'une brigade à laquelle ils enseigneront. Donc l'enseignement mutuel, c'est de diviser la tâche d'enseignement. Ce n'est plus le maître qui est seul dépositaire d'un savoir qui l'enseigne. Ce sont maintenant les élèves moniteurs qui sont les enseignants principaux des brigades, et le maître n'a plus pour seule fonction que la surveillance de l'organisation globale et la surveillance ponctuelle comme ça du niveau d'acquisition des connaissances groupe par groupe. La surveillance aussi de ces moniteurs à qui il demande de temps en temps de rendre des comptes assez régulièrement pour vérifier que la discipline, que le niveau, que les exercices prescrits ont bien été faits, etc. Alors, classement donc, ce sont les meilleurs qui sont les moniteurs, mais classement aussi absolu à l'intérieur de la brigade et qui permet notamment une permanence du niveau, de sorte qu'il reste absolument homogène. Alors comment ça se passe? Avant la classe, chaque chef de brigade, disons, va accrocher les ardoises de chacun des élèves à la place qui est censée être la sienne et qui est en rang ordonné du plus faible au plus fort, pas du plus fort au plus faible. Donc chacun dispose d'un ordre, d'un rang qui est visible dans chaque classe considérée. Et chaque classe est elle-même inférieure ou supérieure à une autre classe. Alors le cours qui dure très peu de temps, qui dure 15 minutes dans les classes inférieures, 30 minutes dans les classes supérieures, du moins selon une de ces méthodes, qui est la première, qui est celle de Bell, parce qu'il y a des adaptations. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs inventions, donc ça veut dire comme il n'y a pas toujours de communication, ça varie d'une méthode à l'autre, mais globalement,
elles suivent les mêmes registres, les mêmes principes généraux, en 15 à 30 minutes, et pendant 15 à 30 minutes, il va y avoir un mouvement des places permanent. C'est-à-dire la place que vous aviez acquise en fin de cours précédent sur la même matière est remise en jeu à chaque début de leçon. Comment ça se présente? Eh bien, prenons un exercice de lecture chez les tout-petits. Le moniteur lit l'extrait, la phrase, le mot. Chez les tout-petits, c'est plutôt la lettre. L'ensemble de la classe répète après lui, et puis ce sera chaque élève dans l'ordre où il se situe. Alors celui qui se trompe rétrograde d'un rang, ou bien celui qui est corrigé par quelqu'un d'autre qui a entendu une erreur, eh bien rétrograde d'un rang pendant que celui qui l'a corrigé prend sa place. De sorte que vous voyez, il y a une sorte de mouvement des places permanent qui fait une sorte d'émulation aussi, terrible en fait entre les élèves, et de la même façon d'ailleurs que dans la méthode simultanée, une compétition assez grande et un classement absolu des populations scolaires. D'ailleurs, je fais une précaution par rapport à ce livre-là, dont la thèse est justement problématique parce qu'elle oppose, la sociologue Anne Quérien, elle oppose l'enseignement mutuel et l'enseignement simultané en opposant un enseignement qui est classificatoire, qui serait l'enseignement simultané, à un enseignement qui, au contraire, permettrait le jeu des places, puisqu'un élève peut enseigner à un autre, et effectivement, que les places peuvent s'inverser, au sens où dans un cours, je peux être maître, mais dans l'autre, je deviendrai l'élève. Donc elle voit dans ce système d'enseignement mutuel quelque chose qui bouleverse absolument les hiérarchies sociales. Mais ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce qu'en réalité, il y a au contraire un principe de classement qui est extrêmement puissant dans ce modèle de l'enseignement mutuel. Alors, l'avantage principal de ce système, c'est que personne ne perd de temps. Il y a une sorte de concentration. En 15 minutes, on peut toujours aller chercher un élève inattentif et qui payera de sa place son incapacité à répondre. Donc il s'agit d'être concentré pour ne pas faire un rang dans la classe. Et puis surtout, il y a un système qui permet de passer d'une classe à l'autre selon qu'on est trop faible pour la classe ou au contraire qu'on devient plus fort. C'est-à-dire qu'une personne qui se maintient plusieurs semaines d'affilée, on réévalue les choses une fois par mois, en tête de la classe, eh bien, pourra passer dans la classe de niveau supérieur. Et inversement, quelqu'un qui se tiendrait plusieurs semaines d'affilée en queue de peloton passerait à la classe inférieure. Et là aussi, il y a de nouveau un système de transition où on réévalue est-ce que c'est juste ou pas, ou est-ce que c'était tellement momentané qu'en fait ce changement de niveau n'est pas approprié. Donc une sorte d'évaluation mais permanente du rythme de chacun et d'adaptation permanente de la modulation des classes en fonction d'un rythme collectif commun. Donc on est loin des perditions qu'on constate déjà à ce moment-là, mais qu'on constate encore aujourd'hui dans la méthode simultanée, qui est, on est bien obligé d'essayer de faire avec le groupe d'âge tel qu'il est constitué. Ça veut dire qu'il y en a qui vont s'embêter terriblement parce qu'ils ont compris plus vite que les autres, et il y en a qui, au contraire, n'arriveront pas à suivre, et l'enseignement devra s'adapter principalement à ceux-là. Donc l'enseignement ira de fait beaucoup moins vite. Alors c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, disons, historiquement. Si on va voir du côté des résultats, on a une différence d'efficacité des deux modèles qui est vraiment phénoménale. C'est-à-dire que ce que les enfants apprennent en 18 mois dans l'enseignement mutuel, ils l'apprennent en 5 à 6 ans dans l'enseignement simultané. Donc il n'y a vraiment pas de photo sur l'efficacité des systèmes d'enseignement. L'autre incroyable avantage de l'enseignement mutuel, c'est que, évidemment, il est nettement moins coûteux, puisqu'il suffit de payer un seul maître pour une population à peu près illimitée.
La seule chose qu'il faut, c'est trouver les locaux adaptés à cet enseignement, puisqu'il est indispensable, je vous parlais de l'architecture, de l'importance de l'architecture scolaire, il est indispensable que le seul maître puisse avoir une vue globale sur toutes les brigades, comme ça, toutes les divisions scolaires, et qu'il puisse voir l'ordonnancement global du travail par brigade. Alors maintenant, un mot sur comment ça s'est joué dans les débats parlementaires. On a constaté et noté ces différences qui allaient tellement en faveur de l'enseignement mutuel, qui était nettement moins cher et nettement plus rapide. Et c'est précisément au nom de ces différences-là qu'on a préféré la méthode simultanée. Alors c'est ça qui peut peut-être paraître un peu curieux, mais qui va surtout vous donner des éléments d'indication sur le sens des débats parlementaires et à cette époque-là, et les enjeux qu'on voyait dans la démocratisation de l'école, c'est-à-dire dans l'accès aux masses populaires, à un enseignement qui auparavant était réservé à une élite ou à une bourgeoisie suffisamment riche pour se permettre le préceptorat. Alors comment ça s'est joué? Je vais vous citer quelques textes. D'abord, il faut savoir d'où vient la volonté d'ouvrir l'enseignement aux masses populaires. Ça vient d'une sorte de constat qui paraît aller de soi et qu'on pose au tout début du XIXe siècle, qui est un constat, je vous cite de nouveau une instruction ministérielle de 1816, constat selon lequel, je cite, « Le pauvre néglige souvent l'éducation de ses enfants, soit parce qu'il n'en sent pas l'importance, soit parce que tout occupé des besoins corporels et du soin d'y pourvoir, il oublie ce qu'il leur doit, ou les emploie de manière à ne pas leur laisser le temps d'apprendre à lire et à écrire. » Donc on constate simplement que la nécessité rend les pauvres impropres à éduquer correctement leurs rejetons. Donc il y a une mission que l'État se donne de pourvoir à la lacune. Alors, les objectifs donc de l'enseignement seront triples. Je vous cite un rapport de l'administration en 1802. Le pauvre doit premièrement savoir lire, écrire et compter, sans quoi il est dans la dépendance la plus funeste, celle des fripons. Il doit deuxièmement être pénétré des idées religieuses parce que c'est la meilleure forme sous laquelle il puisse saisir les idées de morale et d'ordre. Il doit troisièmement aimer travailler, s'honorer de travailler, sans quoi il est exposé à tous les vices, à tous les crimes qu'entraîne l'oisiveté. Il faut donc, pour le pauvre, des écoles où l'on apprenne ces trois choses qu'on ne devrait jamais séparer, c'est le premier secours à lui donner. Donc savoir lire et écrire pour ne pas être à la merci des fripons, être pénétré des idées religieuses, avoir une éducation morale qui est fondée sur l'ordre, et puis aimer le travail. Voilà les trois axes principaux de l'éducation des pauvres, les trois dimensions de l'éducation nationale qui doivent suppléer à la déficience de l'éducation des familles. Alors, ce qui peut nous paraître choquant est en fait un lieu commun peut-être à l'époque, et on trouve déjà ça chez Bottero, qui est le théoricien de la raison d'État. Donc la raison d'État a ses raisons ces raisons supérieures qu'on ne doit pas discuter, et notamment Bottero, ce qu'il disait, ce qu'il conseillait aux dirigeants de faire, c'est de prêter intérêt à la pauvreté, aux pauvres, en disant les pauvres représentent une masse révolutionnaire que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger, vous avez besoin de vous intéresser aux pauvres sous peine de ne pas pouvoir pacifier votre État. Et ce qu'il conseillait, c'est d'intéresser les pauvres à la chose publique, et de les intéresser comment? Eh bien, en leur donnant un travail rémunéré. Vous leur apprendrez ainsi à travailler, à aimer le travail, et à se trouver dans une situation de confort matériel minimal qui les empêchera d'être une sorte de force, de ferment révolutionnaire intense, parce que précisément, n'étant pas suffisamment intéressés à la chose publique, pas suffisamment protégés par l'État. Donc vous voyez, ces réflexions existent, et en fait ce qu'on trouve en matière d'instruction publique, c'est tout à fait le même type de réflexion
Et Guizot, en fait, a des termes dans sa loi là, de 1833, qui est la loi qui nationalise l'instruction publique. On retrouve à peu près les mêmes termes que ceux de Bottero, à savoir, je vous cite, l'État doit utiliser l'école pour réguler le fonctionnement de la société. L'instruction doit être généralisée parce que l'ignorance rend le peuple turbulent et féroce. Le développement intellectuel, quand il est uni au développement moral et religieux, est excellent. Il devient un principe d'ordre et de règle. Donc, objectif principal de l'éducation des pauvres, c'est de les intéresser à la chose publique et de leur donner le sens du travail, le goût du travail, et puis de les ordonner. D'où, selon la thèse de Kérien, il fallait absolument choisir l'enseignement simultané, qui était cet enseignement qui classait absolument les individus par origine sociale, par caractère, par capacité scolaire, etc. En tout cas, ce qu'on va voir, c'est que le problème effectif de l'enseignement mutuel, qui n'est pas celui de ses intentions, parce qu'en fait l'enseignement mutuel voulait tout autant classer les individus, mais il obtiendra des résultats inverses. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on va tellement vite pour donner cette espèce de socle de compétences, comme on dirait dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on va tellement vite pour donner le même socle de compétences à la masse d'élèves, il faut occuper le temps qui reste à autre chose. Et c'est bien là que le problème se trouvait. C'est qu'une fois qu'on sort de cette instruction assez rigide, où chacun a une place, chacun bouge dans le rang, où la pression s'exerce absolument à être meilleur que l'autre, eh bien ça installait quand même un système qui était plutôt un système de coopération et un système d'enseignement mutuel, qui en tout cas faisait passer une idée qui n'existait pas du tout dans l'autre système. C'est l'idée qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un respect particulier à l'égard d'une figure supérieure, il n'y avait pas non plus un respect particulier pour un certain type de savoir, qui aurait été le savoir, mais qu'il y avait une variété de savoirs dont chacun pouvait être dépositaire et que chacun pouvait enseigner le savoir dont il était porteur. Donc il y avait une possibilité de démocratiser les savoirs, au sens où ce n'est pas simplement le savoir dont une catégorie sociale se serait sentie la plus dépositaire, ou le capital culturel, pour reprendre le terme de Bourdieu, le capital culturel propre d'une catégorie sociale qui allait s'imposer à l'école, parce qu'il restait un long temps d'éducation obligatoire où il était possible que chacun que chacun soit le maître de l'autre dans d'autres domaines de savoir, comme je sais pas, le geste du sonneur, ou peu importe. Donc une sorte de démocratisation du savoir par deux éléments qui étaient l'enseignement mutuel, c'est-à-dire si dans une matière je suis un élève et même éventuellement un mauvais élève, il est possible néanmoins que dans une autre matière je sois l'enseignant, c'est-à-dire qu'il y ait des inversions de place. J'étais maître tout à l'heure, je me retrouve élève maintenant, et ça crée une sorte de climat qui joue sur deux notions capitales, la confiance en soi simplement parce qu'on est capable d'enseigner, et parce que par moment on acquiert ce statut valorisé du maître sur un type de savoir, de compétences données, et puis la confiance en l'autre parce que le changement de place, le fait que chacun puisse à un moment occuper le rôle de maître, eh bien, pouvait tisser une relation de confiance. Alors c'est ce qui fait que en fait, cet enseignement aura une certaine force révolutionnaire et qu'en fait on trouvera de fait une série d'enfants issus des classes ouvrières qui se portent vers des savoirs auxquels ils n'avaient pas accès, qui développent des passions de connaître qui étaient impensables et qui étaient condamnées dans l'enseignement simultané, et qu'on retrouve notamment à l'initiative de mouvements un peu révolutionnaires comme l'Internationale des ouvriers. Alors vous pensez bien effectivement que dans les débats parlementaires, ces choses sont évoquées comme un danger extrême pour la nation.
Et je vais vous citer des débats parlementaires de 1818, donc un peu avant la décision de Guizot, qui est celle de choisir justement l'enseignement simultané, pour vous montrer voilà, quels sont les dangers qu'on entrevoit à cette méthode mutuelle-là. Comment emploieront-ils ces élèves le temps qui s'écoulera de 9 à 13 ans, puisqu'ils auront vu en moins de 2 ans les 2 premières années d'enseignement? Comment donc emploieront-ils le temps qui s'écoulera de 9 à 13 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'accroissement de leurs forces les rendra aptes aux travaux qui doivent assurer leur existence? Que feront-ils de leur liberté? Ne sera-t-elle pas souvent nuisible aux autres? Sera-ce au sein de la famille, entièrement occupée au travail nécessaire à leur subsistance, qu'ils recevront les éléments de la partie de l'éducation la plus importante pour eux et pour la société, à savoir l'instruction morale et religieuse? C'est à chaque fois là que le bas blesse, et c'est justement la méthode simultanée qui prétend, elle, axer absolument son enseignement sur l'instruction morale et pas sur l'instruction intellectuelle, sur la dimension intellectuelle de l'instruction. Je poursuis. Si le mode d'enseignement actuel, et surtout celui suivi par les frères des écoles chrétiennes, est moins accéléré dans son but, il offre des avantages pour le rapport de l'éducation morale qu'aucun autre ne peut remplacer. Il se rend maître, en quelque sorte, de l'emploi du temps des enfants depuis leur berceau jusqu'à leur adolescence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils puissent entrer utilement dans la société et dans les connaissances convenables à leurs conditions et avec les habitudes de l'ordre, de la docilité, de l'application, du travail et de la pratique des devoirs sociaux et religieux. Donc vous voyez là se manifester quelques missions principales de l'école, à savoir la première et la plus grande, et ça pose quand même des questions par rapport, je trouve, à l'enseignement contemporain, c'est occuper le temps des enfants. C'est-à-dire la première mission, ce n'est pas de rentabiliser ce temps, qu'il soit le plus efficace possible, c'est surtout de ne pas laisser dans la nature des enfants qu'on a tout intérêt pour la nation à maintenir sur les bancs de l'école. Alors deuxième mission qui passe par ce contrôle de l'emploi du temps, c'est l'ordonnancement, c'est le fait de faire passer les idées d'ordre, de classement, de respect finalement d'une certaine hiérarchie sociale, le respect donc des valeurs d'ordre, ça revient systématiquement dans les textes des débats, le respect du travail, mais qui est toujours entendu aussi à chacun sa place. Alors, je vous amènerai peut-être une notion qui me paraît intéressante pour voir comment le débat s'est posé, le débat de l'ouverture de l'enseignement en masse populaire s'est posé, une notion qui vient de chez Rancière, dont je vous avais déjà parlé lors de la première conférence sur l'émancipation. Mais cette notion, c'est une découpe entre la police et la politique. Ce que Rancière dit, c'est que on peut appeler police quelque chose qui reproduit les structures de la société, quelque chose qui assigne les institutions, souvent tout ce qu'on appelle politique en fait, les institutions qui donnent à chacun une place particulière dans la société. C'est-à-dire que chacun occuperait une place et occuperait son emploi du temps en fonction de cette place. Disons les mères de famille au foyer, le travailleur agricole au champ, etc., etc. Chacun a sa place dans la société, et donc ça c'est ce que Rancière appelle la police, et ce qui lui permet finalement de dire, il y a des tas d'institutions qu'on appelle politiques, mais en réalité leur fonction première, c'est une fonction de police, c'est-à-dire c'est une fonction qui vise à ce que chacun reste exactement à la place qu'on lui assigne et qui est la bonne pour la société ou pour la nation. Et donc à cette notion de police, il oppose la notion de politique, pour essayer de dire, mais on ne peut pas penser la politique réellement dans les termes de la police, sinon on ne sait plus de quoi on parle. On doit penser la politique dans les termes opposés à la notion de police, c'est-à-dire que ce qui fait la définition de la politique, ça devrait être normalement le bouleversement des places définies, des places attribuées.
Et notamment, une des choses qui l'intéresse, Rancière, c'est l'idée qu'il y a certaines personnes qui, de leur place, n'ont pas de légitimité à parler. Il peut souligner, par exemple, que c'est quand même assez symptomatique que si un ouvrier prend la parole dans les médias, on va par exemple développer un vocabulaire qui va dire la grogne des ouvriers. Alors ça, c'est quelque chose qui avait existé dans l'Antiquité, où on attribuait à une partie de la population un langage articulé, un langage raisonné, et puis à une autre partie de la population, la phonée, donc la voix, le cri, la bestialité, la capacité d'exprimer simplement le plaisir et le déplaisir. Et donc on retrouve, selon Rancière, ce même genre de partage dans une société. Il y a ceux à qui on attribue d'office la phonée, les ouvriers, les enfants, une série de gens qui n'ont pas le droit de s'exprimer d'une façon audible et qui ne sont pas les experts. Et puis il y a ceux, au contraire, qui ont le droit de s'exprimer sur la place publique et qui ont une parole qui peut être entendue. Donc tout mouvement politique, réellement politique, ce serait un mouvement où quelqu'un qui initialement n'a pas le droit de parler, conquiert une place de parole. Et c'est ce genre de choses qu'on peut dire qui s'est joué dans l'enseignement mutuel. C'est ce qu'on a vu, c'est que des fils d'ouvriers se sentent tout à coup une légitimité, une confiance, qui leur permettent de bouleverser un partage, et c'est bien ça qui a effrayé les parlementaires, de bouleverser un partage préexistant, une découpe de la société où chacun a sa place, pour venir dire mais non, moi je voudrais contester l'ordre établi, je pense que les ouvriers ont droit aussi, d'où effectivement le fait que sont sortis de l'enseignement mutuel pas mal de ces ouvriers qui ont nourri, qui ont été des ouvriers contestataires, militants et dangereux pour l'État. Alors je conclurai peut-être sur une série peut-être de questions adressées à l'école d'aujourd'hui. La première de questions, de constat, la première c'est de se demander si est-ce que c'est bien raisonnable de questionner l'école aujourd'hui issue d'une méthode qui a été choisie pour des motifs de police, de préservation d'un ordre donné et surtout qui visait à éviter un bouleversement des hiérarchies sociales. Est-ce que c'est bien raisonnable de poser donc à cette école fondée sur cette méthode-là, pour ces choix-là, la question de la démocratisation de l'accès à l'éducation, de l'accès à l'université, ou la question de l'égalité des chances? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas fait un choix historique qui porte ses fruits tout naturellement et qu'on ne cesse de regretter, voilà, un peu idiotement, on pourrait dire, un peu bêtement. Et alors, est-ce que ce ne serait pas intéressant de se demander, par ailleurs, si l'école est bien toujours en place, si des livres comme ceux-là et comme des tas d'autres qui ont mis au jour, comme Illich, La société sans école, qui ont mis au jour les problèmes fondamentaux que suscitait l'enseignement de l'école et les méthodes qui avaient été choisies, les problèmes en termes justement d'égalité. Si donc malgré toutes ces recherches, on a préservé le modèle tel qu'il existe, bien se questionner sur savoir mais pour quelles raisons, c'est-à-dire quel est le succès de l'école. Si elle échoue dans ce domaine de l'égalité des chances et qu'on ne cesse de le constater, preuve à l'appui PISA, tout récemment, à quoi réussit-elle Que réussit-elle à faire qu'on ne veut éventuellement pas trop dire ni voir Eh bien, ce qu'elle réussit déjà à faire, c'est ce que Bourdieu notait, c'est à ce que les élèves qui sont mis en échec par le système scolaire, qui, par une méthode justement qui privilégie le savoir issu d'une catégorie sociale donnée qui n'est pas la leur, les amène cependant, ne voyant pas l'origine de ce savoir-là et le pensant tomber du ciel, neutre, objectif, se pensent naturellement peu doués, peu aptes comparativement à une série d'autres éléments qui sont bien plus brillants qu'eux. Donc ce que ça produit, en tout cas, c'est sûr, c'est
une légitimation du partage tel qu'il existe initialement, parce qu'en fait, ceux qui sortent de l'école un peu abîmés par cette école, abîmés dans leur confiance en eux, abîmés parce qu'ils échouent à réussir, eh bien, ceux-là reproduisent, croient profondément au partage social entre les bons et les mauvais. Ils légitiment leur propre échec par la croyance qu'ils ont dans une sorte de neutralité de l'enseignement. Et l'autre réussite, ça pourrait être bien grâce à ce système de croyance dans le don, là, et bien de permettre aussi la pérennisation du système économique qui était cherché finalement à l'origine, à savoir on a besoin d'ouvriers, on a besoin de paysans, il ne faut surtout pas que l'ouverture de l'école aux masses populaires amène ces masses populaires à sortir de leurs conditions initiales et les amène à prétendre à autre chose. Donc on a besoin que chacun garde sa place dans la société et surtout on a besoin de cette masse de travailleurs qui croient dans les vertus du travail et qui sait que c'est sa place. Alors un petit parallèle avec une autre institution qui repose sur le même type de paradoxe, qui est la prison. La prison et l'école, elles ont en commun d'avoir été portées par des projets ou des mythologies, enfin portées, je vous dis pour l'école c'était pas tout à fait ça, mais pour la prison c'était le cas, une mythologie qui serait celle de la réforme morale des individus. C'est Michel Foucault qui a étudié ça dans Surveiller et punir, c'est-à-dire on croyait ferme au moment des Lumières qu'il fallait cesser d'avoir un système de punition, de châtiment qui imposait la violence du roi, de la décision du roi par des châtiments extrêmement brutaux, publics, etc., pour passer à un système de réforme des individus, de réforme morale beaucoup plus subtile et qu'on estimait beaucoup plus humain, et qui allait passer par un système de normalisation, de surveillance, par un système qui par bien des égards d'ailleurs a été pensé dans les mêmes termes que l'école, à la fois sur la question de la surveillance, pouvoir surveiller tout le pénitencier de la même façon que le maître doit pouvoir surveiller la classe, et puis aussi un système d'organisation des prisonniers. On trouve beaucoup ça initialement, c'est le même type de réflexion que chez Jean-Baptiste de La Salle, c'est-à-dire un prisonnier récalcitrant doit être mis entre deux prisonniers. Voilà, une étude des caractères comme ça, ils sont très communs à la prison et à l'école. Et finalement, ce qu'on voit pour la prison comme pour l'école, c'est qu'il y a un écart entre ce que la prison produit de fait et les prétentions éventuelles. C'est-à-dire que ça, c'est très banal de le dire, c'est que la prison produit de la délinquance. Donc on est bien loin de l'objectif de réforme morale des prisonniers, puisque c'est l'objectif tout à fait inverse. Et néanmoins, les prisons restent. Eh bien pour l'école, je ne dirais pas l'école en général, mais en tout cas la méthode qui a été choisie, qui est la méthode d'enseignement simultané, elle reste la méthode d'enseignement principale, et pourtant on sait ce qu'elle produit en termes d'inégalité sociale, de reproduction des classes, et on le sait depuis une quarantaine d'années, disons. Alors une dernière chose peut-être en guise de conclusion, c'est que Anne Quérien a souligné dans son livre que la méthode d'enseignement simultané, qui est notre méthode d'enseignement, elle abîmait absolument le désir d'apprendre, qu'elle l'étouffait complètement. Et il me semble que il faudrait presque dire le contraire, pas le contraire au sens où elle libérait le désir d'apprendre, mais il faut être attentif au fait que le désir est quelque chose qui peut se moduler, et que c'est presque la chose à laquelle je voudrais vous rendre le plus attentif, c'est que ce qui peut paraître le plus triste ou le plus dramatique, c'est le moment où le désir de quelqu'un est déterminé par un système, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir si par exemple les élèves ne désirent plus apprendre,
mais comment leur désir a été formaté de telle sorte qu'il a des objets prédéterminés et qui conviennent. On peut prendre un exemple de ce type de désir, c'est que dans les filières qui progressivement, par exemple, écartent un élève de l'enseignement général vers la professionnalisation, eh bien, il y a des évidences qu'il faut interroger. C'est que un prof puisse, par exemple, considérer que c'est invraisemblable, dans un enseignement de couture, mettons, de proposer tout à coup un excursus vers la physique quantique. C'est-à-dire que, et inversement, s'il le fait parce qu'il n'a pas une hiérarchie des savoirs qui est complètement formatée, s'il le fait, il est fort possible que les élèves qui ont intériorisé la hiérarchie des savoirs aient leur place dans cette hiérarchie, se dire « ça c'est pas mon truc hein. Moi, la couture, oui, mais alors la physique quantique… » Voilà, et c'est peut-être ce genre de phénomène qui paraît le plus discret, mais qui est l'intériorisation de la police de l'éducation, c'est-à-dire du fait qu'on a chacun une place dans le système, et une prétention et un désir d'apprentissage qui peut avoir été corseté, guidé par les méthodes d'enseignement. Voilà. Je m'excuse pour le début qui était un petit peu laborieux. Des questions. Des questions, des commentaires, des réactions. Oui. Vous avez parlé de Michel Foucault. Oui. Un philosophe, Un philosophe, oui, contemporain, qui est mort dans les années 80. Et le livre que j'ai évoqué, c'est Surveiller et punir. Et on pourrait dire, pour dire un mot de Foucault, c'est que son œuvre principale à l'histoire de la philosophie, c'est d'avoir étudié les phénomènes de pouvoir, et surtout d'avoir affiné cette notion-là, parce qu'on a tendance à identifier le pouvoir à une figure centrale qui serait le gouvernement, qui exercerait le pouvoir, alors que lui, il s'est plutôt intéressé aux relations de pouvoir. Donc concrètement, le pouvoir, c'est pas le roi et les sujets, c'est un ensemble de relations constantes qui lient toutes les personnes les unes avec les autres et qui font qu'il y a toujours des pressions exercées, des résistances, et c'est plutôt étudier le pouvoir dans ses modalités un peu plus microscopiques et relever notamment que les sociétés contemporaines ont modifié très fortement les formes de pouvoir, précisément en inventant ce que lui appelle la normatisation ou la normalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de punir, de sanctionner de façon très ostensible, tout ça. Le pouvoir de la loi, par exemple, recule pour un autre type de pouvoir qui passe par de la surveillance. On peut parler de la multiplication des caméras, mais aussi de la multiplication des rapports, qui fait que l'activité de chacun peut être surveillée dans le moindre de ses productions. Voilà, ces formes de pouvoir-là qui l'ont particulièrement intéressé. Et pour en finir avec Foucault, il a étudié ça, lui, dans les prisons, c'est-à-dire ce que je vous disais, c'est-à-dire une façon d'imaginer la surveillance d'un prisonnier pour imaginer sa réforme mentale, la façon dont il va se transformer parce qu'il est surveillé ou qu'il croit l'être en permanence. Et il a proposé quelques parallèles avec l'école en disant que finalement l'école fonctionne un peu sur le même genre de système. Et il parlait notamment d'ailleurs dans Surveiller et punir de Jean-Baptiste de La Salle et de cette méthode comme une méthode proche de celle des prisons. Voilà. Je réponds un peu longuement, ça impressionne tout de suite. Non plus. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le lien qu'il y a entre l'intelligence d'une part et la culture. À savoir, si je prends mon cas personnel, les parents n'ont pas pu faire une étude, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en avaient pas les capacités. Donc moi, j'en ai fait, parce qu'il y avait un système scolaire qui existait. Or, ils étaient d'un milieu extrêmement prolétaire. Donc on dit toujours oui, mais bon,
Quel est le lien? Pourquoi on dit que si quelqu'un n'a pas de culture, forcément, c'est pas lié à l'intelligence? Mais ce que ça pose tout de suite comme question, c'est de savoir de quoi vous parlez quand vous parlez d'intelligence. Et alors, si par exemple on prend Binet, qui est celui qui a inventé le QI, qui est justement le test d'intelligence, ce que Binet voulait mesurer, c'est l'acquisition d'un certain nombre d'habiletés, de compétences qui sont liées à une certaine culture. Donc, voilà, c'est très difficile et je pense que ça dépend vraiment de la conception qu'on a de l'intelligence, mais il se fait que c'est facile d'identifier un résultat scolaire à une intelligence et de dire que par exemple quelqu'un qui rate et qui passe d'une filière à l'autre, depuis l'enseignement général jusqu'aux filières professionnalisantes, il n'est pas malin. C'est juste ce genre de réflexe qui montre qu'il y a une certaine identification de l'intelligence et de la culture. Maintenant, on pourrait très bien définir l'intelligence par, comme le faisait Rancière, par la volonté, et dire ce qui fait une intelligence, c'est juste le fait qu'on veut consacrer une certaine dose d'attention, du travail à comprendre quelque chose, et qu'on y met le temps, les moyens, tout ça, et que voilà, c'est ça qui fait qu'on est intelligent, et que l'intelligence a des expressions extrêmement variées, c'est-à-dire qu'on peut être intelligent dans un potager parce qu'on a compris de façon extrêmement fine pourquoi un plant de tomate pouvait à certains moments attraper, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette maladie qui font qu'elles ont un cul noir. Enfin voilà. Mais... Vous connaissiez peut-être cet enseignement mutuel, parce que j'ai vu 2-3 têtes nouvelles, je me demandais si c'est parce que vous saviez un peu ce qui vous attendait, ce qu'était l'enseignement mutuel. Non? Oui? Attendez. Oui? Oh ben si, il y a, comme je vous ai dit, en fait, c'est quelque chose qui s'est beaucoup discuté, qui s'est beaucoup... Ça dépend ce que vous appelez la vérification statistique. À chaque... Vraiment, vous voulez? Je veux bien vous croire. J'aime bien les vérifications. Alors, de ce que j'ai lu, il n'y a pas d'études statistiques comme vous l'entendez, comme... Vous avez lancé de manière véhémente. Est-ce que t'es mort, tu vois? Je vois que c'est difficile, mais... Eh bien, donc je disais, pas d'études statistiques au sens contemporain, c'est pas ça les pratiques. Par contre, ce qui se fait, c'est des pratiques d'enquête, d'observateurs qui vont observer différentes méthodes et qui notent une série de choses. Alors ce qu'ils notent, c'est le nombre d'élèves, c'est le fonctionnement quotidien de la classe, c'est les degrés et les leçons, quel type de leçons, quel type d'exercice, c'est l'évolution de ces leçons sur une période durée qui peut être de plusieurs années, hein, c'est des enquêtes qui peuvent durer, qui relèvent le coût. Alors le coût, ça peut être le coût à l'entrée, donc ce qu'on demande aux étudiants, aux élèves, aux parents des élèves qui s'inscrivent, ou bien quand l'enseignement est gratuit, ça peut être la façon dont il est subventionné, le coût qu'il peut avoir, les mesures de soutien dont il a fait l'objet.
Et ces mesures de soutien, d'ailleurs elles-mêmes, elles sont en général appuyées sur les chiffres et les enquêtes. Donc par exemple, en Angleterre, il y a eu un soutien de je ne sais plus quel roi qui m'échappe, comme d'ailleurs en France, il y a eu aussi un soutien royal, je pense que c'est Louis XVI, de sa caisse personnelle, qui a subventionné l'enseignement mutuel pour des questions de résultats. Par ailleurs, un autre des éléments qui compte, c'est que la partie adverse, c'est-à-dire ceux qui défendent l'enseignement simultané, reconnaissent l'efficacité plus grande de l'enseignement mutuel. Donc c'est quelque chose qui est assez partagé par les deux camps, et il ne s'agit pas de contester ça, mais simplement de contester l'intérêt que peut avoir le fait d'acquérir un savoir identique en une période plus courte. Donc, je ne pense pas que ce soit contestable. Ça ne l'est pas à l'époque, et ça ne l'est pas sur une série de documents pas plus contestable que PISA, disons, pour reprendre aujourd'hui. Oui, en tout cas. On a plutôt tendance à dire c'est un manque d'encadrement. Voilà, on a plutôt tendance à dire l'inverse. Oui. Pardon ? Il est appliqué en Angleterre. Bon, oui. Parce que l'Angleterre, elle va être société. Oui, c'est vrai. Mais il me semble il y a quand même eu des influences dans l'enseignement universitaire, par exemple, de l'enseignement mutuel. Il y a quand même des différences de type d'enseignement, mais oui, moi je ne connais pas d'école qui regardait ce modèle-là tel quel. Mais ce serait déjà aux écoles primaires et secondaires. Là, c'était de 7 à 13 ans. Donc, voilà, Est-ce que ça ne peut pas ça de citer à l'origine de Maximo Lippmann, c'est la communauté de recherche? Si, il me semble qu'il y a des parentés entre ces choses-là. L'idée, par exemple, moi je parlais de qui a droit à une parole, et il me semble que Lippmann, par exemple, une des choses qu'il a pu dire, c'est que contrairement à une sorte de croyance assez ancestrale qui met l'enfant du côté de l'absence de raison, et donc qui ne s'adresse pas à l'enfant comme porteur d'un regard raisonné, intellectuel, critique par rapport au monde, porteur d'une conscience, et bien lui, il a plutôt voulu aller voir vraiment dans la rencontre avec ce monde de l'enfance, quel type de paroles pouvait émaner qu'on ne prévoyait pas et qui n'était pas simplement inférieur, moins rationnel, etc. Oui, je pense qu'il y avait aussi l'aspect coopératif, c'est-à-dire souligner, mais ça c'était pas volontaire, dans l'enseignement mutuel c'était quand même pas volontaire, c'était parce que par production, le système produisait de la coopération malgré lui, mais en réalité on ne voulait pas spécialement la coopération, on voulait la hiérarchie, on voulait les changements de place permanents qui peuvent introduire plutôt une compétition féroce et permanente, alors que Lippmann voulait au contraire travailler sur la coopération, sortir l'école de la compétition, du climat de concurrence dans lequel elle met les élèves les uns par rapport aux autres. Ouais. Mais oui, je suis d'accord. Oui, Moi j'avais une question, mais vous venez plus de répondre. Je me demandais, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas. Je lis un peu les termes, mais quand je prends des notes très modestes, je vois bien les délires pour remettre là dessus. Mais donc, si j'avais bien compris, en gros, on avait un petit peu de pédagogie où. C'est bien parce que vous m'ont dit la réponse, je ne l'avais pas expliqué. mutuel. Voilà, c'est ça, la simultanée et la mutuelle. Si j'ai bien compris, en termes d'efficacité de la mutuelle, Oui. je fais un peu. Arrêtez si je travaille dans mon culture d'intelligence. Et donc je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on continue sempiternellement à toujours se taper la simultanée qui en fait ne fonctionne pas? Là, vous venez de l'expliquer, c'est parce que la mutuelle pousse une certaine concurrence. Non, je ne crois pas du tout que c'est pour ça. Je crois que c'est parce que... Enfin, c'est difficile de trancher.
Ce qui est sûr, c'est que on n'a pas eu envie de changer les méthodes de l'enseignement suite à une série de constats qui auraient été faits sur l'inégalité de la méthode actuelle. Donc on peut se dire que ça n'arrange pas, ça n'arrangerait pas de changer, ça n'arrangerait pas je ne sais pas qui, mais disons qu'on peut toujours penser qu'une politique nationale est quelque chose qui a sauvegardé un intérêt national. Et c'était dans ces termes-là que c'était pensé au XIXe siècle. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui exige le sacrifice. Ça m'a d'ailleurs intéressé de voir que l'histoire du terme égalité des chances, en fait, ce mot-là, égalité des chances, se retrouve chez le maréchal Pétain, et ce que lui demande en parlant d'une égalité des chances, c'est de dire on s'en fout de l'origine sociale des gens, on va reclasser les gens, mais à partir de quoi? C'est de leur soumission à l'État. C'est de la façon dont, effectivement, ils servent l'intérêt supérieur de l'État. Donc voilà, c'est peut-être dans ce terme-là que ça se pose, c'est l'intérêt supérieur de la nation, est-ce qu'elle oblige une police? C'est-à-dire que chacun ait sa place et qu'on ne change pas de place. Ça n'arrange pas le système. Disons que c'est un peu paradoxal de se plaindre de ce qu'on cherche d'une certaine façon à produire, en tout cas. Qu'il y a là un paradoxe qui valait la peine d'être un peu soulevé. Et c'était l'objectif essentiel, parce que je pense que c'est pas très raisonnable une sorte de plaidoyer pour une autre méthode d'enseignement. Les enseignements, les institutions, et c'est ce qui me paraît intéressant à souligner à partir de ce genre d'études, c'est de dire on ne va pas fonctionner à chaque fois dans l'idéalité, parce que les choses, elles se mettent en place concrètement à partir d'une série de jeux de pouvoir à un moment donné de l'histoire, et voilà, les choses s'installent, et après, elles sont comme, je sais pas moi, enquistées, ou c'est comme ça qu'on fait, point. C'est naturel, voilà, c'est évident. C'est... Un peu comme dans le domaine économique. Voilà, tout à fait. On ne remet plus en Voilà. le système économique. Oui, c'est ça. Alors que ça peut avoir. Oui, disons que le seul intérêt de ce genre de conférence, hormis peut-être de déprimer profondément les sensibles, ce serait, oui, de dire ne soyons pas dupes de certains discours enthousiastes ou de certaines idéologies, parce qu'en fait, les faits fonctionnent à partir des dispositifs concrets, que ces dispositifs concrets, ils sont le fruit de tensions, de rapports de force et de pouvoir qui les ont installés comme ça et pas autrement, et que, voilà, on ne change pas les choses comme ça, on va pas dire... ça devient des dogmes, des évidences, voilà. Et là, je voulais juste en soulever une, celle de le système a été pensé où on aimerait en tout cas produire plus d'égalité. Ouais, c'est pas si sûr, disons. Voilà. Je vois que... Oui. L'ignorance rend le peuple féroce. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Orwell disait l'ignorance, c'est le pouvoir. Ah oui. C'est qui ça? Orwell. Orwell, d'accord. Bon, il me reste à vous remercier et vous souhaiter bonne soirée.